Merci à vous d'être venu pour cette deuxième session de France PCI. J'espère que vous êtes bien restaurés, que vous allez pouvoir assister à cette session dans les meilleures conditions, avec des sujets qui vont être très pratiques. On va vraiment essayer d'aborder un peu tous les aspects aussi pratiques et les retours un peu d'intérêt pour les centres de participer au registre. Et puis dans une deuxième partie, on évoquera des choses qui sont peut-être un peu plus nébuleuses, mais qui sont essentielles, qui sont des problèmes, que ce soit des problèmes de réglementaire, des problèmes aussi d'architecture informatique, et qui sont essentiels pour pouvoir continuer à développer le projet, et puis qu'on soit évidemment dans les clous des contraintes réglementaires. Plutôt que refaire un énième résumé de France PCI, la majorité de ceux qui sont là ont déjà peut-être assisté à la première session, mais ont déjà notion de quoi on a à faire. Mieux que des mots, peut-être une petite vidéo pour vous résumer un peu où on en est. Pour animer cette première partie, Christophe Laure, avec qui on a monté le projet depuis le début, depuis 2014, qui m'accompagne et qui est chef de projet sur France PCI, va animer cette session pour parler un petit peu de tous les aspects attachés de recherche clinique, paramètres, pratiques. À toi de jouer. Bon, merci beaucoup Greg. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Valérie, qui est attachée de recherche clinique en région Hauts-de-France, donc une région dynamique avec tous les centres qui participent, avec la coordination du professeur Van Bell. Et donc Valérie, tu nous as préparé, je crois, un petit film et une enquête pour essayer de nous expliquer un petit peu ce qu'apporte France PCI dans les pratiques au quotidien pour les utilisateurs, pour les patients. Et donc, je te laisse nous expliquer tout ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai réalisé un sondage auprès des techs dans les centres France PCI pour évaluer l'impact du registre. Et en fait, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet. On va écouter les intervenants, on va voir ce qu'ils nous en disent. On peut mettre le film. Dr Millien, je suis cardiologue, coronarographiste, responsable de l'UF de Corot à Saint-Quentin dans l'Aisne. Je voulais faire un petit retour sur l'utilisation de France PCI. Ça fait 1 an et demi qu'on participe au registre France PCI. Au début, avec un petit peu de doute, comme tout le monde, je pense. Et puis, on s'est rendu compte quand même d'aspects positifs très rapidement, que ce soit sur le côté rigoureux des remplissages des éléments médicaux, légaux, comme les rayons, par exemple, sur les antécédents, traitement du patient. Ça permet vraiment d'être extrêmement rigoureux sur la connaissance du patient avant l'acte. Ça permet également d'impliquer les équipes paramédicales sur l'aspect global du patient, sur ses antécédents, sur les traitements. Nos paramètres nous posent des questions justement sur les antiagrégants, les anticoagulants. Donc vraiment, ça tire tout le monde vers le haut dans l'intérêt du patient. C'est pas si chronophage que ce qu'on pourrait penser au départ, puisque très rapidement on s'habitue à le remplir. Et puis on a aussi un retour intéressant sur le devenir des patients qu'on laisse TNT, avec le suivi téléphonique à 1 an. Et puis ça apporte aussi beaucoup de choses aux patients, cet échange téléphonique, et je laisserai mon manipulateur radio Claude Delamarre vous en parler davantage. Merci. Je suis infirmier de recherche clinique au CHU de Nîmes dans le service de cardiologie, participant au registre France PCI, et lors des suivis, nous avons constaté plusieurs écarts. Le suivi insuffisant par les médecins traitants. Cette situation s'explique notamment par des délais de rendez-vous trop longs et le manque de professionnels, limitant ainsi la continuité des soins et la surveillance régulière des patients.
Ce retard peut compromettre la détection précoce d'éventuelles complications ou la réévaluation des traitements. Bien que relativement rare, il a été constaté que certains patients ne bénéficient pas systématiquement d'une consultation cardiologique après une angioplastie ou un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Ce suivi spécialisé est pourtant essentiel pour adapter le traitement et prévenir les récidives. Concernant le contrôle des facteurs de risque tels que le tabagisme, l'analyse reste à compléter. Toutefois, ce point est crucial car une mauvaise gestion des facteurs de risque peut diminuer l'efficacité de la prise en charge et accroître le risque d'événements cardiovasculaires. Aucune difficulté majeure n'a été rapportée concernant la compréhension du traitement à l'issue de l'hospitalisation. La présence du pharmacien dans le service a largement contribué à une bonne information thérapeutique, permettant aux patients d'être bien renseignés sur leur traitement quand cela est nécessaire. De même, les difficultés psychologiques liées à l'infarctus semblent bien prises en charge, avec la proposition systématique d'un suivi psychologique adapté, contribuant à améliorer le bien-être et la qualité de vie des patients. Enfin, un autre écart identifié concerne le non-respect fréquent de la durée du traitement prescrite. Ce manquement peut nuire à l'efficacité globale de la prise en charge et expose les patients à un risque accru de récidive. Bonjour à tous, Claude Delamarre, je suis manipulateur radio. Je fais partie de l'équipe d'angioplastie coronaire du centre hospitalier de Saint-Quentin. Je gère le registre France PCI sous la responsabilité du docteur Millien. Dans le cadre du suivi à 1 an, ça nous a permis de déceler des patients qui étaient sans cardiologue, sans médecin généraliste, ou pour certains qui présentaient des douleurs thoraciques à titre d'angor. Donc ça m'a permis de les redresser à nos cardiologues référents pour une consultation, un suivi, une reprise. Nous avons aussi constaté des absences de traitement, des carences en traitement qui ont été réajustées une fois de plus par nos cardiologues. Et puis en matière de tabagisme, nous avons des patients qui ont été angioplastifiés et qui présentent toujours à 1 an une intoxication tabagique. Nous avons donc mis en place dans notre centre hospitalier une consultation avec une infirmière et un médecin tabacologue pour essayer de sevrer ces patients, les aider au sevrage tabagique. Voilà pour le bénéfice constaté dans le suivi de nos patients à 1 an. Bonjour, je suis Magali, infirmière de recherche clinique du centre de Cherbourg. Ça fait maintenant plus de 3 ans que j'appelle les patients à 1 an de leur passage en coronarographie. Ça m'a permis de remarquer surtout 2 axes pendant les appels, celui du parcours de soins et celui de la pédagogie. Au niveau du parcours de soins, j'ai remarqué que beaucoup de patients, au final, finissent par ne plus être acteurs de leur santé. Du coup, ça permet de les réorienter au niveau des spécialistes, les aider à prendre en charge leurs problèmes endocrinaux, trouver un cardiologue quand ils n'en ont pas. J'ai pu aussi les aider à trouver un médecin traitant ou en attendant à avoir accès à une liste de pharmacies qui font de la téléconsultation. J'ai aussi pu les aider à prendre des rendez-vous divers parce qu'ils n'avaient pas le bon interlocuteur ou le bon numéro. Au niveau de la pédagogie, beaucoup de patients à distance de leur adaptation cardiaque ou de leur sortie à l'hôpital sont un peu perdus, ils n'arrivent plus à respecter leur régime alimentaire, donc on peut les remettre en contact avec la diététicienne. On peut aussi les remotiver un petit peu à reprendre une activité physique, à avoir les certificats nécessaires pour refaire un sport un peu plus particulier comme la plongée ou le tennis, ou revoir avec le cardiologue pour, pourquoi pas, refaire de la réadaptation cardiaque. Parfois, ils insistent sur le fait qu'ils ont des symptômes ou des effets secondaires, donc on peut refaire un point sur les médicaments et selon les symptômes, les réorienter vraiment vers le médecin traitant pour gérer ce problème-là. Et enfin, j'ai surtout constaté 3 cas particuliers qui montrent un peu le dépassement et de la saisie des données pour France PCI. Un patient qui a fait un arrêt cardiaque sur son infarctus a été admis en réa. Et en sortant, il avait quand même beaucoup de zones d'ombre, il avait beaucoup de mal à faire ce deuil. Et on a permis de le visiter la réa, ce qui l'a beaucoup aidé dans ce deuil de cet accident. Un autre patient qui n'arrivait pas à comprendre son infarctus parce que hygiène de vie impeccable, le fait de voir un psychologue puis un psychiatre a permis de mettre le doigt sur un TDAH qui était inconnu. Et enfin, un patient pour un autre souci de santé était devenu dépendant aux opioïdes. J'ai pu lui envoyer une brochure d'addictologie, le mettre en contact avec des addictos et un mail de retour de ce monsieur a permis de montrer qu'en fait il était pris en main et qu'il commençait à voir le bout du tunnel. Donc
C'est une belle récompense. Donc voilà mon petit coup de pouce. À bientôt. Bravo pour ce film, Valérie, hein, franchement très intéressant. Ça nous permet de voir que voilà, les organisations autour de France PCI ne se limitent pas à récupérer essentiellement de la donnée, mais qu'on va beaucoup plus loin, que ça rentre vraiment dans les organisations de soins et dans les prises en charge. Et donc Valérie, je crois que tu as une enquête à nous présenter hein, pour illustrer tout ça. Oui, tout à fait. Donc, dans notre rôle d'ARC régional, en fait, nous échangeons régulièrement avec les techs et leur retour d'expérience des suivis des patients à 1 an, en fait, m'a donné l'idée de diffuser un questionnaire à tous les techs des centres participants au registre France PCI. Et je l'ai fait diffuser par l'intermédiaire de chaque ARC régional. Donc, ce questionnaire, en fait, je l'ai préparé. J'ai proposé des réponses prédéfinies. En fait, ça a tourné autour de trois points. Et pour chaque point, en fait, j'ai proposé des réponses prédéfinies sous forme de cases à cocher. Et j'ai ajouté un champ, en fait, un champ libre d'expression. Donc, 30 techs ont répondu au questionnaire. Excusez-moi. Donc, ça m'a permis, en fait, de faire l'analyse quantitative des réponses positives. Et grâce au champ libre, j'ai pu, en fait, identifier les personnes que j'allais sélectionner pour réaliser un témoignage vidéo. Donc, la première question était, depuis la mise en place du registre, qu'avez-vous observé comme changement positif ? Donc, le bénéfice le plus cité à 41%, c'était l'implication des paramédicaux et des cardiologues sur la saisie sur le logiciel métier en salle de choro. 17% mettent en avant en fait une amélioration de la traçabilité de la dosimétrie et un meilleur échange avec les patients lors des appels pour les suivis à 1 an. 11% notent une amélioration de la qualité du compte-rendu résultant en fait de la saisie des données obligatoires du registre. D'autres bénéfices un peu moins relevés comme l'identification des procédures par numéro unique, le catalogue matériel vérifié pour correspondance avec les codes France PCI et un échange avec les patients en salle de choro à propos du registre. La deuxième question était, avez-vous constaté des écarts dans la prise en charge des patients lors des appels à 1 an ? Donc, l'écart le plus constaté à 35%, était qu'il y avait une absence de consultation avec le cardiologue suite à l'infarctus ou à l'angioplastie. 19% relèvent un manque de suivi du médecin traitant. 16% une difficulté psychologique suite à l'infarctus et un problème de compréhension du traitement prescrit à la sortie hospitalière. 14% tracent une mauvaise gestion des facteurs de risque comme le tabac ou autre. Alors, la dernière question était, en tant que tech, quelles sont les solutions que vous avez apportées dans votre centre ? Donc, on a 3 solutions qui ressortent. 28% en fait, donnent une explication au patient si le traitement n'a pas été compris ou le réorientent vers le médecin traitant. 26% proposent un rendez-vous de cardiologie dans l'hôpital. 26% prennent un peu plus de temps lors des appels à 1 an pour écouter les patients psychologiquement fragiles. Et d'autres solutions un peu moins relevées par rapport aux problèmes de dyslipidémie non contrôlés. Il y a une vérification du traitement mis en place à la sortie hospitalière. Et 7% proposent une consultation avec un tabacologue si le sevrage tabagique n'a pas abouti. Donc, le retour d'expérience France PCI nous montre un point essentiel. France PCI, c'est une collecte des données, oui, mais pas que. C'est aussi l'implication de toutes les équipes, les suivis à 1 an et une collaboration avec les ARS qui font la différence. C'est ainsi que l'on améliore en fait c'est ainsi qu'on améliore la prise en charge du patient et le pronostic du patient. Merci pour votre attention et merci en particulier à tous les techs pour les retours de questionnaires qui m'ont permis d'élaborer ce sujet. Et merci en particulier au Dr Mien, Claude, Romaric et Magali pour leurs témoignages vidéo.
Bravo à toi, Valérie et Amélie et tous ceux et celles qui ont participé à ce questionnaire, hein, qui nous donne un retour d'informations important. Moi, ce que je retiens quand même beaucoup, c'est que ce suivi à 1 an qui est souvent un peu challengé par nos autorités de santé, parce que c'est ce qui fait le coût du registre, hein, puisque ça veut dire qu'avoir un tech sur place, enfin, du temps tech sur place et téléphoner aux patients à 1 an, donc c'est une part importante du coût du registre. Il est souvent questionné sur son intérêt, mais son intérêt, il est majeur. Bon, il est majeur pour la qualité des données recueillies, hein. C'est pas avec des données vous savez, du SNDS, qu'on va recueillir des données suffisamment fines pour pouvoir faire des analyses, notamment sur les événements cliniques, et puis maintenant sur des événements, enfin sur les statuts fonctionnels des patients, qui, on l'a vu hier, sont fondamentaux. Mais on voit aussi le bénéfice secondaire essentiel dans une période où il y a une désertification médicale, où les patients, 30% des patients dans notre région n'ont plus de médecin généraliste, ont du mal à avoir des cardiologues, puisque nous, il y a tous les cardiologues qui sont partis, il n'y a quasiment aucun qui a été remplacé. Et donc, ils sont totalement démunis. Et cet appel à 1 an, c'est essentiel pour eux. Ça leur permet de se raccrocher le wagon à un suivi, de vous aussi faire le travail que vous connaissez pour certaines qui sont infirmières, d'autres qui sont des paramèdes ou même des ARC, de prévention, d'information, de réorientation. Et c'est un bénéfice qu'il faudrait du reste essayer d'évaluer plus précisément et peut-être faire une étude dessus, parce que c'est un bénéfice majeur, à mon avis, du registre. Donc je suis, moi, très attaché à ce suivi à 1 an, même si j'ai bien conscience que c'est coûteux, mais c'est aussi un bénéfice majeur. Donc voilà ce que j'en retire beaucoup un peu dans ces enquêtes, et à chaque fois les retours aussi d'expérience que vous me faites sur... il y a eu des exemples là, de patients qui témoignaient à 1 an de leurs problématiques et des corrections qui ont pu être faites par le tech sur place. Amélie, toi, qu'est-ce que tu en retires un peu de cette enquête ? Toi qui as vraiment aussi une vision déjà du terrain, tu vois, tu communiques. Amélie est comme Valérie, une ARC régionale, et elle coordonne, et nationale maintenant, et elle coordonne donc beaucoup de centres, et elle a ce retour et ce vécu-là. Clairement, je pense qu'on peut tout d'abord parler de l'amélioration des pratiques, hein, au travers de l'intérêt que ça suscite, au travers de la rigueur que peuvent apporter les équipes à collecter toutes ces données. Et je tiens à rebondir une nouvelle fois aussi sur le suivi à 1 an. On peut voir qu'au travers du registre France PCI, le tech peut accompagner le patient au-delà de sa procédure et le conseiller, l'orienter avec l'accompagnement de ses équipes médicales. Je pense que le patient se sent accompagné relativement longtemps post-examen grâce à ce suivi à 1 an. Donc, du coup, je rebondis un petit peu sur les propos d'Amélie. Eric, vous, au niveau de votre région, dans les différents centres, vous pensez que le registre, il apporte quoi à la fois comme plus-value, que ce soit pour les centres, les patients ou les professionnels, d'avoir mis en place ce registre sur la région? Quelle plus-value, d'un point de vue médical, vous en sortez? Non, mais ça a été, encore une fois, ça a été dit. Donc, il y avait certains centres de la région qui intervenaient à la fois dans le questionnaire et puis dans les interviews. Je rejoins sur ce qui a été dit, c'est-à-dire sur à la fois la difficulté à réaliser le suivi à 1 an et son importance. C'est pas si facile, et probablement il faudrait que Valérie, Amélie nous explique, mais joindre les patients, c'est quand même pas si simple. En 2025, on voit toute l'importance. Je rappelle qu'il y a un point qui est extrêmement important, notamment dans le sujet du maillage territorial, et notamment parce qu'un des sujets, c'est de comment améliorer. En fait, la question, et je pourrais reposer la question à Valérie et à Amélie, comment on peut améliorer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce constat? Ça, je pense que c'est un point important par rapport à ce suivi à 1 an, qui, je pense, est un point clé, qui est probablement la partie la plus difficile et probablement la partie la plus importante, à la fois dans le futur et pour consolider, on peut espérer, un financement des ARS, parce que si avec ce type d'outils, on est en capacité d'aider à l'organisation des soins, d'identifier des zones dans le territoire
puisqu'on peut remonter au code postal, où il y a un nombre insuffisant ou une difficulté pour les patients à accéder au médecin généraliste ou cardiologue, je pense qu'on aidera. Mais le suivi à 1 an est compliqué. Je pense qu'effectivement, les centres en fait, ont accès à l'outil France PCI et ça leur permet d'éditer des rapports. Et en fait, ils peuvent éditer un rapport de suivi 1 an. Je pense qu'il serait intéressant en fait, de le compléter, ce rapport de suivi 1 an, en notifiant en fait, dedans le suivi de cardiologie et le suivi du médecin traitant. C'est vrai que ça leur permettrait effectivement d'avoir une certaine alerte pour voir ce qui se passe dans leur territoire. Je précise que tout le monde peut prendre la parole, hein, c'est une table ronde ouverte, et donc n'hésitez pas à intervenir. On a du temps, on en profite, et je sais qu'il y a beaucoup ici dans l'Assemblée des gens qui sont acteurs, hein, de ce registre, donc n'hésitez pas. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, moi je suis Katia Lassoigny, attachée de recherche au CHU de Tours. J'interviens du coup sur France PCI et je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux déserts médicaux. C'est vrai que nous, notre région, en tout cas notre CHU draine énormément de patients des alentours. Je parle par exemple des patients du 41 où effectivement il reste, je crois, un cardiologue qui est sur le point de partir à la retraite et tous les autres patients, du coup, n'ont plus du tout réussi à retrouver de médecin. Et c'est vrai qu'au suivi 1 an, ce qui est marquant, c'est que nous, on a tendance à leur poser la question, bien évidemment, du suivi cardio. Dans un premier temps, est-ce que vous avez revu un cardiologue? La majorité nous disent non. Et surtout, on leur dit du coup d'aller consulter leur médecin traitant, notamment pour arrêter le ticagrelor ou le clopidogrel pour repasser à de l'aspirine. Et c'est vrai que même pour ça, c'est compliqué de trouver même ne serait-ce qu'un médecin traitant. Et pour ceux qui en ont, les médecins traitants ont tendance à être assez frileux de toucher au traitement cardiovasculaire des patients sans réévaluation cardiologique. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que finalement, on dit qu'il faut voir un cardiologue, il n'y en a pas. On renvoie au médecin traitant qui ne veut pas toucher au traitement quand il y en a un. Donc c'est vrai que nous, on a ce sentiment un peu d'être démunis parce que malheureusement on peut pas non plus aussi recevoir tous les patients parce que nous en tout cas à Tours ça représente un volume peut-être de 5000 angioplasties annuelles et donc on peut pas se permettre de revoir tous les patients qui sont parfois adressés de manière ponctuelle chez nous pour une choro ou pour un ST+. Et c'est vrai que nous on se sent en tout cas ARC un peu démunis dans le sens où les patients ont un contact à travers notre bureau. Mais c'est vrai que nous, derrière, mis à part les renvoyer à un médecin traitant parfois inexistant, on n'a pas 15 000 solutions à leur apporter. Et donc, en fait, on est aussi démunis que nos patients, finalement. Alors, on est dans la même région et on est dans la même errance médicale et désertification médicale. Alors, il y a plusieurs aspects pour répondre à tes interrogations et des solutions. Nous, on a mis en place une unité de prise en charge de consultation sans rendez-vous. Donc on a dédié chacun une demi-journée sur notre temps de consultation. Alors c'est filtré un peu par soit les urgences, soit le médecin généraliste, il y en a. Donc pour pas que n'importe qui arrive sur n'importe quel symptôme. Mais du coup, ça nous permet de démasquer effectivement beaucoup de gens qui sont en errance, qui ont des douleurs, qui continuent leur traitement ad vitam aeternam et donc de corriger beaucoup de choses. Personnellement, moi, je suis assez convaincu qu'il faudrait, comme un contrôle de pacemaker, qui est un suivi par le cardiologue interventionnel au moment de l'arrêt de la durée de la bithérapie, qui soit revu en consultation une fois. Avant, ça posait problème parce que les médecins, le cardiologue traitant, il voyait d'un mauvais œil, mais là, il n'y en a plus. Et que ça soit réglé, qu'on règle son traitement au moins une fois dans l'année qui suit. Ça soit 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et déjà, c'est une solution. Troisième élément, c'est on est en 2025 avec des outils de télésurveillance. On a essayé de mettre en place une application pour aider au suivi.
et pour pouvoir aussi y mettre dessus de la pédagogie, des numéros utiles pour pouvoir que les gens puissent savoir où se contacter s'ils ont un problème. Je pense que c'est des choses qui mériteraient d'être relancées. On a un problème de financement pour ça, et parce que c'est les centres qui doivent financer, et donc ça a malheureusement pas pris, mais les outils existent, hein, et il faudrait pouvoir les développer pour pouvoir aider ce suivi et ces problèmes qu'on a soulevés. Non, juste encore une fois reposer la question, Valérie Amélie, parce qu'en fait là on voit qu'on a la question qui est posée, c'est qu'on a un moyen d'identifier des problèmes, mais comment est-ce qu'il y a des initiatives locales, est-ce qu'il n'y a pas finalement une nécessité à mieux intégrer France PCI au sein du soin, en fait, parce que pour l'instant, et notamment quelquefois dans les discussions et dans le sujet, tu dis les payeurs disent oui, mais finalement pourquoi organiser ce suivi à 1 an? Pour les assistants de recherche qui font le suivi, oui, mais rappeler les patients, c'est compliqué. On appelle 1 fois, on appelle 2 fois, on appelle 3 fois. On a le fils, on a la fille, on a un numéro de téléphone qui nous renvoie un autre numéro de téléphone. Et à la fin, on identifie un problème et on ne sait pas quoi en faire. Donc il y a la nécessité de le reconnecter avec le soin, localement, dans les centres. Je pense qu'il y a peut-être un effort à faire de notre part, et de bien réexpliquer, bien de sensibiliser les équipes qui participent de ce bénéfice-là. Et probablement, parce que ce dont tu parles, c'est le sujet, si tu veux un outil, il faut le financer, c'est que là, on a des moyens avec France PCI, ce qu'on n'a pas encore tellement fait, en tout cas de le démontrer, que ce soit au niveau des régions, au niveau des différentes régions, de dire, bah voilà, on a un problème de suivi dans telle ou telle région. Et cette information-là, une fois qu'elle est partagée par les professionnels et partagée éventuellement avec les ARS, on peut mettre en place des actions. Mais pour l'instant, on est dans pas dire dans l'anecdote, mais dans l'histoire, enfin, des histoires de chasse qui sont très présentes, mais finalement, où on ne va pas au-delà du constat de dire, OK, on a un problème de maillage territorial, d'accord, mais il faut quand même que les patients soient pris en charge. En tenant compte de ce problème de maillage territorial, tu parles d'outils de suivi, mais il faut un financement. Donc encore une fois, il faut que l'information soit partagée de manière plus globale. Et on arrive sur un petit point, c'est que ces informations qui ont été mises en avant par tout le monde, enfin bon, tu l'as mentionné, dans les enquêtes c'est mentionné, les interviews le mentionnent, c'est qu'aujourd'hui ces informations sur le suivi des cardiologues et des médecins généralistes n'est pas considérée comme obligatoire dans France PCI. C'est une information non obligatoire qui ressort de toutes les enquêtes, de tous des témoignages. Donc, je pense que si on veut si on veut se servir de cette information, je pense qu'on ne va pas avoir d'autre option que de le rendre obligatoire. Oui, alors je rebondis sur ce que dit Eric. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on a construit France PCI et quand ça a évolué par rapport à ces suivis à 1 an, c'est que initialement, on avait construit ces suivis intégrés à France PCI. Mais entre-temps, ça a été recommandé par la HAS d'avoir un suivi à 1 an de tous les patients qui avaient subi une angioplastie. Et aujourd'hui, c'est au centre de faire ces suivis. Et donc, on voit bien que France PCI, c'est un outil qui arrive, qui doit s'intégrer dans les organisations, mais qui ne va pas faire à la place des centres non plus. Et donc, je pense qu'il faut qu'aussi chaque centre se responsabilise là-dessus. Aujourd'hui, il y a plein d'outils de suivi qui peuvent automatiser aussi de récupérer ces données à 1 an. On voit plein de choses aujourd'hui, que ce soit sur le web ou par des SMS, et c'est pas réservé qu'à la cardiologie. On l'utilise beaucoup pour la RAC, en chirurgie aussi. Et donc, ces outils, aujourd'hui, on peut très bien les utiliser dans les centres pour récupérer ces données, pour alléger le temps des techs aussi, pour que ces données puissent après être intégrées dans France PCI. Sachant que dans France PCI, nous, on utilise de la donnée rétrospective pour que ces données soient intégrées dans notre registre, notre futur entrepôt de données de santé. Et donc, c'est là où France PCI a tout son intérêt parce qu'il nous apporte des pratiques qui vont nous permettre d'appliquer ces recommandations, quoi. France PCI est là pour effectivement remonter des informations, comme tu le disais, sur les failles du système. Et on n'est pas là non plus pour suppléer les failles du système de santé français. Nous, ce qu'on souhaiterait, on peut s'y associer, on peut les aider, on a plein d'idées, mais il faut à un moment aussi que les autorités de santé, quelles qu'elles soient, s'approprient ces données-là et pour pouvoir engager des actions. Moi, j'ai eu il y a 15 jours une visio avec
la CCAM de Centre-Val-de-Loire pour les alerter un peu sur les durées de bithérapie qui sont prolongées de façon totalement excessive. Et Étienne Puymerat connaît bien le sujet puisqu'il a travaillé sur FASTEMA et c'était les mêmes problèmes qu'ils avaient identifiés. Et ils sont très intéressés parce que pour eux, c'est un enjeu majeur de santé publique, c'est un surrisque hémorragique non justifié, un surcoût non justifié. Et donc là, ils commencent à se réveiller. Donc il va falloir leur montrer quelles sont ce qu'on a identifié nous comme failles importantes et que eux puissent après envisager des actions et financer des actions pour pouvoir les corriger. Peut-être qu'on peut. Oui, je t'ai piqué le papier. Non, mais pour cet aspect-là qui est très important, je pense que c'était essentiel d'aborder. Moi, je voulais revenir un petit peu sur aussi le feedback que on peut amener et comment on peut améliorer le feedback par rapport au centre. Il y a beaucoup de centres qui participent et ils ne savent pas qu'il y a un rapport qui est généré chaque année, qu'ils peuvent se comparer par rapport aux autres. Et est-ce qu'il y a des moyens d'améliorer ça, qu'on soit plus proactif pour pour leur montrer un peu les résultats et voir un peu le bénéfice immédiat de leur participation au registre? Avec Valérie, nous, on en a parlé et on a mis en commun un peu nos façons de pratiquer, les conseils qu'on peut donner auprès de nos centres. Et effectivement, pour améliorer et motiver nos équipes, nous, on suggère aux tech présents d'éditer les rapports, peut-être de façon trimestrielle ou à votre format, et d'éditer ces rapports et de les afficher en salle de caté de manière à pouvoir communiquer, à pouvoir permettre à vos équipes de salle de visualiser leur activité, de voir leurs points forts, de voir leurs axes d'amélioration et de pouvoir avancer avec eux. Valérie, elle aussi, avait une proposition à faire. Moi, je pense qu'il est important en fait de créer une vraie collaboration entre les intervenants de salle, enfin les paramédicaux et les cardiologues et les techs sur site. Effectivement, en fait, ce partage et cette collaboration va permettre d'améliorer la saisie des données. Après, peut-être aussi créer une collaboration entre le PI et le SAMU pour avoir les données obligatoires qui soient saisies correctement, parce que c'est pas toujours facile pour les techs de récupérer les données. Voilà, ce serait une des autres pistes que l'on a discutées ensemble. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos équipes aussi pour faire des réunions peut-être trimestrielles, évoquer les rapports, évoquer les monitorings, discuter de vos besoins aussi pour les suivis. On en a longuement parlé. On sait que c'est vraiment le plus gros de votre tâche, c'est les suivis à 1 an. Si toutefois il vient à vous manquer des informations, n'hésitez pas à en parler à vos médecins de manière à pouvoir améliorer votre recueil de données, votre façon de travailler et peut-être simplifier votre appel à 1 an auprès du patient. Le temps tourne, on va bientôt passer à la deuxième partie. Juste avant, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette thématique-là auxquelles vous voudriez qu'on essaye de répondre? Ou d'autres témoignages, mais a priori, je pense qu'on a fait déjà un petit tour correct et peut-être pas complet, mais au moins intéressant sur tous ces aspects pratiques. Et je remercie encore Amélie et Valérie pour leur travail incroyable. On va changer du coup de panélistes. On remercie tous les arcs et les techs qui sont présents là, hein, puisque aujourd'hui, sans vous, il n'y aurait pas ces suivis. Il y a une question. Je rebondis, j'en profite. Alors, moi, c'est pas une question, c'est un témoignage. Parce qu'on parle des patients, on parle du registre, on parle de plein de choses. Moi, je veux juste mettre une petite de Saint-Laurent-du-Var, Nice, l'Institut Arnaud de Zanck à Saint-Laurent-du-Var. Moi, France PCI, ça m'a apporté à moi personnellement aussi. Donc ça, il faut le dire aussi. Parce que c'est mes derniers jours chez France PCI. Je ne serai plus tech. Et donc, je voudrais remercier Aïma commence fin. Remercier France PCI qui m'a apporté aussi. C'est un registre, certes. Ça apporte aux patients, aux médecins, aux paramèdes, à l'ARS, à plein de choses. Parce que j'ai découvert France PCI il y a 2 ans. Et j'ai découvert la cardiologie interventionnelle il y a 2 ans. Et c'était pas dans mon parcours de vie. C'est-à-dire, moi, j'avais juste dit dans ma vie, je serais secrétaire médicale avant mes 40 ans.
Et je me suis retrouvée technicienne de recherche clinique à 39 ans. Donc, merci à France PCI pour ce que ça m'a apporté. Ça m'a appris beaucoup, aussi bien sur un métier, sur une recherche, sur la cardiologie, sur l'être humain. J'ai appris à discuter avec des gens que je ne connaissais pas, à être plus avenante, moins sauvage. Et ça m'a sorti de ma zone de confort. Et j'ai su faire des choses que je me pensais incapable. Et grâce à Emma, qui m'a donné ma chance, à mon institut, et à mon PI, le docteur Julien Adjedj, high level pour moi. Donc voilà, donc merci à France PCI pour tout ça aussi. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est très émouvant. Et on ne pensait pas à ces bénéfices secondaires de France PCI, mais j'en suis particulièrement ravi et touché. En tout cas, merci beaucoup. Après ce moment émotion, on va descendre un petit peu d'un cran, puisqu'on va entrer dans des choses un petit peu plus techniques, mais qui sont tout aussi importantes. Donc, comme je vous l'ai dit, sur l'architecture informatique, et Dieu sait si elle est complexe maintenant, et puis tous les aspects de confidentialité, de sécurité des données, ce qui sont aussi très importantes pour le patient de nos jours. Donc on va changer de panéliste. Merci à vous tous. Et je vais demander donc à Étienne Pumera, qui est notre président du comité scientifique, Claire Loria, qui est notre DPO, donc qui est responsable du juridique, et puis à l'équipe de Claranet, qui est notre partenaire pour l'entrepôt données de santé, de venir échanger et puis vous faire expliquer un petit peu ce que c'est qu'un entrepôt de données de santé et ce que c'est que les contraintes réglementaires sur ce type de projet. Donc je vais laisser la parole aux personnes de Claranet. Donc j'ai l'habitude de travailler avec Gaël, mais donc je te laisse présenter. Oui, j'arriverai mieux à me relire. Donc on va donner la parole à Christelle Pointreau. Donc vous êtes directrice BU Santé, c'est ça, chez Claranet? Voilà. Et puis donc Clément, qui est directeur de la data. Data et IA, c'est ça. Des petits sujets du moment. D'accord. Je crois que vous pouvez nous présenter en quelques slides peut-être Claranet pour introduire le sujet, puis ensuite qu'on puisse discuter un petit peu de la partie EDS. Peut-être juste avant, expliquer qu'on a eu un virage à faire pour répondre aux exigences réglementaires et puis permettre aussi de libérer un petit peu certains freins d'architecture informatique qui existaient, puisque notre structure informatique n'avait pas changé depuis 2014, et donc on a été contraint, on va dire, de passer sur un entrepôt de données de santé. On va vous expliquer ce que c'est. Ce qui était compliqué parce que c'est coûteux, c'est très coûteux en temps et en argent. Et par contre, ça ouvre, vous allez voir, des opportunités assez incroyables sur une base de données qui est maintenant une gigabase de données. Hein, donc et donc on ne pouvait pas rester avec un petit navire de pêcheurs pour pouvoir transporter l'ensemble de la cargaison qui est maintenant relativement lourde. Donc on est passé sur le mode paquebot avec cet entrepôt de données de santé. Et donc on a fait une appel d'offres et on a retenu ceux qui nous semblaient être les plus à même de porter notre projet. Et donc c'est Claranet. Tout d'abord, merci de nous avoir choisis et puis merci d'être là. C'est vrai que de passer après tous ces témoignages sur la santé, c'est pas facile puisque nous on est beaucoup plus terre à terre avec notre sujet IT et infrastructure, excusez-moi, informatique. Comme les journalistes, si c'est la télé, je reprendrai s'il y a des termes trop techniques parce que l'assistance n'est pas peut-être habituée à tous ces nouveaux termes technologiques. Alors Claranet, en quelques mots, Claranet c'est un groupe qui est présent dans plusieurs pays, mais qui est très présent en France. On est un petit peu moins de 1000, on est 900 personnes en France et on est basé surtout sur 3 sites. On est basé à Lille, notamment Clément qui vient de Lille. On est basé à Rennes où il y a notre siège social et à Paris, donc à peu près 300 partout. Et on a quelques autres sites avec une
une plus petite présence comme Caen, Nantes et Bordeaux. Donc effectivement, on est sur un métier qui est plus technologique, sur tout ce qui est informatique et sur l'infrastructure. Donc c'est tout ce qui est hébergement des données, notamment de santé. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi du développement applicatif, toute la partie data dont Clément vous parlera aussi. Et évidemment, quand on parle d'infrastructure, vous n'êtes pas sans même savoir qu'il y a beaucoup de cyberattaques aujourd'hui. Donc, on a tout un département qui s'occupe de la cybersécurité où on met en place, en plus de votre infrastructure, tous les moyens nécessaires pour renforcer la sécurité. Donc, voilà Claranet. Moi, j'ai juste une petite anecdote avec Claranet, parce que vu que j'ai maintenant suffisamment de recul, et c'était mon premier fournisseur d'internet, c'était Claranet. Donc ouais, c'était l'activité initiale de Claranet, fournisseur d'accès. Et donc je reviens à mes premiers amours avec. Je ne dirai pas la date parce que ça remonte à longtemps. Ben, ça remonte à longtemps. Effectivement, ça a été créé par Charles Nasser, qui est toujours patron de cette entreprise-là. Charles, qui est de nationalité aussi française et britannique. Et donc, Charles a commencé comme ça, et il a commencé tout à fait sur Paris, dans un garage, en fournissant ça, et l'entreprise s'est développée. Donc maintenant, effectivement, on a passé à une autre ère, et on fait aussi toute la partie data, un gros sujet pour Clément Marie, avec une spécialité sur les entrepôts de données de santé. On est assez fiers parce qu'on accompagne beaucoup de nos clients sur les entrepôts de données de santé. On en a une dizaine aujourd'hui, et on est ravis d'être là, et on vous remercie pour nous accueillir. Bon, je peux peut-être compléter, parce qu'effectivement, moi, vous savez que la donnée, et c'est un sujet d'aujourd'hui, est prépondérante pour toutes les entreprises, et encore plus dans le domaine de la santé. Et on accompagne effectivement pas mal d'acteurs sur les entrepôts de données de santé, parce que c'est pas juste une question de données, c'est beaucoup une question de données, mais pas que cela. Il y a des vrais enjeux de sécurité, de conformité, et des enjeux réglementaires aussi qui sont très forts sur les entrepôts de données de santé. Et alors, qu'est-ce qui différencie un registre d'un entrepôt de données de santé? Je vais peut-être effectivement directement rentrer dans ces sujets. Je pense que on va compléter, je pense, sur l'aspect un peu plus après. Mais en tout cas, d'un point de vue, ce qui est important de noter sur les entrepôts de données de santé, c'est qu'il y a vraiment 4 critères, et c'est la CNIL qui a créé cette doctrine en 2021. Il y a 4 critères majeurs sur les entrepôts de données de santé qui qualifient un projet d'entrepôt de données de santé. Le premier est la finalité de l'étude, qui doit être donc une mission d'intérêt public, qui peut être a fortiori fait par des tiers, et qui doit permettre qui offre cette capacité de pouvoir faire des multi-études, à l'inverse d'un registre qui est mono-étude et sur une pathologie qui est définie. Donc ça, c'est une vraie différence sur les critères de définition d'un entrepôt de données de santé. Il y a aussi l'aspect de la récolte massive de données sur les entrepôts de données de santé, qui est très important. On sait qu'il y a de plus en plus de récolte de données dans vos projets France PCI, avec de plus en plus de centres qui récoltent des données. C'est un critère effectivement qui est à prendre en compte dans la qualification d'entrepôt de données de santé. Il y a l'alimentation continue des données aussi, vous l'avez évoqué. Il y a continue à avoir des enquêtes, le suivi des patients sur un an. Donc cette récolte continue est aussi un critère de qualification d'entrepôt de données de santé. Et enfin, il y a l'alimentation continue, je l'ai dit, et la qualité des données. La qualité de données est aussi quelque chose de très important dans ces projets-là. Donc voilà, donc nous, on est en charge généralement de fournir toute la partie qui permet de valider que ces plateformes soient certifiées et conformes et sécurisées, de fournir aussi tout l'ensemble de l'outillage pour la récolte et l'analyse des données. Et donc, on intervient, on accompagne des beaux projets comme celui-ci. Voilà, j'ai résumé un petit peu le slide qu'il y avait au-dessus rapidement. Ok, super. Alors, on peut rester un petit peu d'abord sur l'architecture, mais après, on abordera aussi tout l'aspect scientifique. Donc, qu'est-ce que offre comme justement opportunité l'EDS sur un projet comme France PCI, et qu'est-ce que ça va ouvrir comme porte que, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'avait pas avant forcément possibilité d'ouvrir?
La comparaison avec le chalutier est très bonne, c'est-à-dire que on va fournir tout un socle informatique et de solutions techniques et technologiques qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui sur, de nouveau, la capacité de récolter ces données, de les stocker, les centraliser et de les analyser, de fournir des outils d'analyse beaucoup plus puissants et beaucoup plus avancés qui permettront vraiment de mener des études qui soient plus précises et pourquoi pas aussi y ajouter de l'innovation avec de l'intelligence artificielle à terme. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une autre chose aussi qui est très importante dans les entrepôts de données de santé, c'est ce qu'on appelle les bulles sécurisées pour certains chercheurs qui vont permettre sur une étude définie de pouvoir extraire un jeu de données qu'on va anonymiser. Donc anonymiser, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que les données ne puissent pas comporter d'identifiants personnels et de fournir un environnement qui est fermé à des chercheurs ou des analystes avec beaucoup de mesures de sécurité sur l'authentification, la traçabilité de ce qui est fait sur ces données, etc., etc. Donc ça, c'est des choses que l'on crée de manière automatique. C'est des bulles qui sont créées de manière automatique, enfin, qu'on essaye d'automatiser le plus possible pour que vous n'attendiez pas, que les personnes n'attendent pas 6 mois pour avoir cet environnement et que des choses soient utilisables assez rapidement. Donc ça, c'est des possibilités. Il y a aussi tout l'aspect, je pense, qui va vous apporter, c'est sur la gouvernance de l'ensemble, la qualité des données. On l'a dit, vous continuez à alimenter l'EDS avec des données au fil de l'eau. Et comment on surveille cette qualité des données? Il faut qu'il y ait des acteurs qui puissent surveiller. Donc c'est notre rôle aussi de pouvoir surveiller que les données soient de qualité. On peut mettre en place, en accompagnement des équipes de France PCI, des vérifications fonctionnelles pour s'assurer que les données sont toujours de qualité et que quand quelqu'un utilise ces données, il soit sûr que les données soient de qualité, exploitables et bien accessibles. Donc voilà, beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir et bien sûr le respect d'être sûr que sur les aspects réglementaires et de conformité et de sécurité, vous ne soyez pas évidemment dans le rouge là-dessus. Donc très intéressant, hein. Je pense que ça va nous apporter vraiment plein de fonctionnalités très intéressantes au sein de l'EDS. Après, juste pour bien préciser donc aux techniciens d'études cliniques, aux attachés de recherche clinique, sur les fonctionnalités, l'idée c'est de continuer vraiment à intégrer les données dans les logiciels métiers et que ces données soient poussées vers cet entrepôt de données de santé pour garder les mêmes pratiques au sein des centres et pas aller avoir de double saisie. Vraiment, on ne veut pas perdre du tout ce qu'on avait mis en place et ce qui fait l'originalité du registre. Là, c'est que ces données soient directement intégrées au sein de l'EDS et qu'on continue aussi ces contrôles qualité, ces monitoring pour vraiment préserver une grosse qualité de données, comme on sait les faire aujourd'hui. Il faudra s'adapter parce qu'on aura des choses qui vont un peu évoluer forcément par rapport aux pratiques actuelles, mais on va essayer de conserver ces choses-là. Mais on attend avec impatience que l'EDS arrive pour le tester là, en cette fin d'année, avec l'idée de pouvoir l'ouvrir sur les centres, je pense, en début d'année. Hein. On espère, hein, ça fait déjà presque 2 ans qu'on est sur ce projet-là, qu'on l'a en tout cas envisagé, qu'on a commencé l'appel d'offres date de maintenant un peu 1 an, et on est à peu près dans les objectifs qu'on s'était donné de pouvoir ouvrir, on espérait cet été, mais clairement l'objectif réaliste maintenant, c'est qu'en début 2026, eh bien, l'EDS soit opérationnel. Je rebondis un petit peu pour essayer de faire l'interface entre la technique et la pratique. Étienne est à côté de moi, il connaît parfaitement les registres, parce que c'était dans les premiers à initier les grands registres dans la maladie cardiovasculaire. Et un registre, maintenant, c'est extrêmement compliqué. Si on veut faire un registre comme il a fait, c'est-à-dire Fastama, il n'est plus dans les clous. C'est-à-dire qu'un registre, c'est fait pour, je l'avais précisé, un objectif, c'est-à-dire on peut faire une analyse dessus, une étude dessus, et si on veut faire d'autres analyses, eh bien, il faut resoumettre une demande d'information auprès du patient pour pouvoir faire une deuxième. Donc, il y a un moment où le réglementaire qui a évolué ne nous permet plus de rester en qualificatif de registre et donc nous obligeait à passer sur un entrepôt de données de santé. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà un peu les contraintes et je ne sais pas si j'ai été clair parce que j'ai toujours peur. Mais bon, Claire précisera ou corrigera ce que je dis, mais en gros, c'était pour voilà. En pratique, donc, ça va nous permettre de développer davantage des outils de data management
Donc Isabelle qui s'en occupe va pouvoir intégrer tout ce qu'elle fait déjà au sein de cet environnement sécurisé. On va pouvoir mettre des logiciels d'analyse statistique au sein du logiciel de l'EDS pour pouvoir faire tourner des outils de statistiques au sein du logiciel. Il faut savoir qu'on est dans les clous, on n'est plus dans les clous du tout quand on transfère une base de données, même sélectionnée, même de façon sécurisée, on n'a plus le droit de le faire, on n'aura plus le droit de le faire. Donc maintenant, les analyses vont se faire au sein de cet univers sécurisé, avec ce dont vous parliez, des bulles, qui nous permet aussi, pour les industriels, pour certains sont là, et qui ont contractualisé avec France PCI, parce qu'ils sont intéressés pour pouvoir analyser ces données, et notamment les données de leurs produits, et ben, ils vont pouvoir venir travailler dans cet univers sécurisé, et nous, on sera rassurés, parce qu'on sait que ces datas ne pourront pas sortir, et eux, ils seront intéressés, parce qu'ils pourront faire les analyses qu'ils veulent au sein de cette EDS. Ça va nous permettre de aussi communiquer plus facilement avec d'autres bases de données, de façon aussi totalement réglementaire et sécurisée. On parlait du SNDS, mais ça peut être avec d'autres bases de données. Donc ça va nous offrir des opportunités énormes qu'on n'avait pas avant. Même si c'est compliqué, même si c'est coûteux, en final, ça va être bénéfique. Et là, je me tourne un petit peu vers Étienne, qui lui a connu le grand ère des registres depuis maintenant 20 ans. Et comment, toi, tu vois justement les intérêts scientifiques de cette EDS par rapport sur France PCI? J'avoue que je ne sais pas très bien. Moi j'ai vécu une période où j'ai rencontré Nicolas Danchin qui a mis en place FastMI. Moi j'étais juste un ouvrier à son chevet. Et donc on a travaillé sur ces bases de données. Et dans mon ordinateur, j'ai les bases de toutes les FastMI qui sont juste là d'ailleurs sur un disque dur, ce qui est totalement illégal aujourd'hui. Et ouais, mais et en fait, on n'a jamais été autant productif qu'en ayant ces bases de données avec nous. Pourquoi? Parce que, en fait, vous êtes chez vous, vous êtes le soir, vous regardez un film, puis tout d'un coup, vous dites, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien savoir si les gens qui fument font plus d'infarctus ou pas. Et vous prenez votre base de données, vous l'ouvrez, vous regardez, vous faites une analyse multivariée, même un peu sommaire, et vous regardez s'il y a un lien entre le tabac et l'infarctus du myocarde. Et puis, vous trouvez un lien et vous dites, tiens, c'est intéressant, et finalement, vous construisez un projet de recherche par rapport à une idée qui vous est venue comme ça un soir ou n'importe quand. Et en fait, en testant votre base, vous pouvez le faire. Et ça, on a fait 4 à 5 projets de recherche par an avec ces bases de données. Et la disponibilité de ces bases nous a permis d'être hyper productifs, puisque je vous dis, on a fait en moyenne 4-5 papiers par an dans de bonnes revues. Le passage à l'EDS, je vous avoue que ça me fait un peu peur, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de lourdeur administrative et qu'on n'aura pas cette liberté de pouvoir sélectionner une population qu'on souhaite, parce que finalement, nos bases, elles sont anonymisées. Si on me vole mon disque dur tout à l'heure, vous ne retrouverez jamais les patients. Vous avez une date de naissance avec un homme ou une femme, ça va pas vous servir à grand-chose. Donc, est-ce que vraiment c'est dangereux ou pas? Moi, j'en suis pas convaincu. Mais bon, c'est absolument pas réglementaire. Le passage à l'EDS, c'est une obligation actuelle. Donc, de toute façon, on ne pourra pas revenir en arrière, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on arrive à travailler de cette façon-là. C'est une nouvelle façon de travailler qui, à mon avis, va être un peu plus compliquée, un peu plus lourde en termes de contraintes. Donc, c'est à nous de nous adapter parce qu'on n'a pas le choix. De voir comment est-ce qu'on peut travailler, comment on peut intégrer également l'intelligence artificielle pour faire ces analyses. Est-ce qu'il faut lancer de l'intelligence artificielle pour rechercher des liens de causalité entre des facteurs de risque et puis un événement? Certains le font. Moi, je trouve que contextuellement, c'est pas très intéressant parce que vous cherchez, vous allez trouver des liens parfois un peu farfelus, puis vous allez être content, vous allez trouver un lien, vous allez publier dessus, mais est-ce que ça a vraiment un sens ou pas? J'en suis pas convaincu non plus. Donc tout ça, c'est une nouvelle façon de travailler. Et donc du coup, on va apprendre à travailler ensemble et ça va être le challenge des mois à venir. Claire, je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter. Ah oui, j'ai plein de choses à dire. En France, on aime la lourdeur administrative. Ça, c'est sûr qu'on adore légiférer. Je dirais qu'on ne va pas vraiment vers la simplification juridique, en tout cas sur la réglementation data et les EDS. On a des lois de simplification administrative, ça va pas, c'est pas le live goal de la CNIL, je pense. J'espère qu'il n'y a personne de la CNIL ici.
Je voulais revenir sur ce que tu disais, Clément, sur la distinction registre EDS. Parce qu'elle n'est pas si évidente que ça, et ni pour la CNIL d'ailleurs, qui construit sa doctrine au fil de l'eau, actuellement au niveau des EDS. La particularité, aujourd'hui on fait face à une particularité pour les registres, c'est que, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais certains registres à l'époque ont été déclarés sous un cadre réglementaire de recherche. Donc, que ce soit une recherche impliquant la personne humaine ou un autre type de recherche. Et c'est la problématique pour France PCI, c'est que aujourd'hui, c'est une recherche non interventionnelle avec un cadre juridique très particulier qui s'applique. On va passer donc vers un cadre EDS, qui est un cadre juridique différent et qui nous impose de s'adapter à un cadre. Donc c'est un référentiel EDS. En l'occurrence, aujourd'hui, on doit aller devant la CNIL pour avoir une autorisation, mais on doit s'inscrire autant que faire se peut dans ce référentiel EDS qui a été édité par la CNIL. Et c'est un vrai challenge, aussi bien sur le plan juridique, mais également pour les centres qui vont devoir adapter leurs pratiques. Donc nous, notre souci actuellement, dans le cadre de l'instruction du dossier devant la CNIL, c'est de ne pas surajouter des contraintes opérationnelles au centre. Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire et toujours dans le souci aussi de respecter la réglementation qui n'est pas forcément facilitante et qui ne représente pas en tout cas un bénéfice, je dirais, sur le plan de l'EDS. Ça reste quand même contraignant. Il faut quand même savoir, et là il y a une lueur d'espoir, c'est que le cadre EDS va évoluer. Donc la CNIL va réviser son cadre. Elle a fait des consultations auprès des acteurs du secteur, auxquels nous, alors moi je fais partie d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Life Avocat, auquel on a répondu. Voilà, donc on a bon espoir qu'il y ait quand même des voies de simplification qui s'ouvrent à l'avenir et dont France PCI pourra bénéficier. C'est vrai que, enfin, moi je comprends pas toujours ce que tu me dis sur les réglementaires. Je te l'avoue, même si et surtout ce que je comprends, c'est que on est dans une période de transition et que même la CNIL n'est pas très. Il y a des interprétations. On le savait dans le juridique, on peut interpréter un texte de façon un petit peu variée selon ta vision des choses. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il y a des zones d'interprétation de texte et qu'ils ont créé en gros avec leur nouvel référentiel quelque chose qui est quasiment incompatible avec les objectifs de développer quand même qu'on continue à pouvoir développer la recherche clinique et de pouvoir faire des registres. À tel point que peut-être que tu peux nous donner, sans donner de nom, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Tous les registres sont dans notre situation et essayent de ramer, puisque je continue sur l'allégorie du chalutier, à ramer pour pouvoir essayer de savoir comment ils peuvent répondre sans faire exploser leur registre existant. On n'est pas les seuls, registres ou cohortes pour lesquels la CNIL vient taper à la porte en disant vous êtes plus recherche, vous êtes EDS. Mais la particularité pour France PCI, et vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie des données, c'est le suivi à 1 an. Qui dès l'origine, ces données-là, elles sont collectées pour le registre. Et d'ailleurs, c'est très bien ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous avez dit, mais aujourd'hui, en fait, c'est cette collecte qu'on appelle une collecte prospective de données pour le registre, elle est utile pour les soins. Et on devrait finalement les collecter en routine. Et c'est ce qui doit se produire aujourd'hui, c'est qu'il faut que ces données soient collectées en rétrospective, c'est-à-dire on les collecte pour les soins et nous, après, France PCI, on va les récupérer depuis les dossiers médicaux. C'est comme ça aussi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut passer aussi en EDS.
Oui, tout à fait. Mais et donc Claire, là, tout ce changement réglementaire, il va avoir quel impact concret pour les centres aujourd'hui en termes, je sais pas, d'information patient, de pratique dans ce qu'on fait tous les jours aujourd'hui pour France PCI? Est-ce que ça va réellement impacter nos pratiques ou est-ce que ça va être transparent pour nous? Comment ça va se passer? Alors, il va y avoir des changements un peu de pratique sur l'information des patients. Alors, moins sur le programmé, pour si je rentre un peu dans les détails, mais plus sur le non programmé, notamment les patients qui arrivent en urgence et pour lesquels on nous demande de les informer. Donc, il va falloir trouver un moyen pour les informer avant que les données remontent dans le registre. Christophe, tu peux peut-être justement évoquer un petit peu ces modifications qui vont, j'espère, rester à la marge, mais qui vont peut-être effectivement modifier un petit peu les façons dont on recueille les données. Oui, alors bon, on est en plein dedans, puisque Claire a déposé le dossier, je crois, hier midi, c'est ça, à la CNIL? Alors, le dossier il a été déposé en août. Et la CNIL est revenue en septembre, effectivement, et on vient de répondre à la première salve de questions, et ce ne sera pas la dernière. Parce que même la CNIL ne comprend pas forcément ce qu'elle nous demande, je pense. On a l'impression. Je pense qu'on peut dire qu'on essuie les plâtres sur ce dossier, et j'espère que, en tout cas, il faut pas. Enfin, je veux dire. On est dans un esprit collaboratif, et je l'ai rappelé à la CNIL. Le but, c'est de trouver des solutions et de ne pas signer l'arrêt de mort d'un registre à fort intérêt scientifique, et quand même le seul registre de ce type sur le plan national. Donc, je ne pense pas que la CNIL veuille la mort du registre. Voilà. Donc, on a bon espoir. On va trouver des ententes. Après, les impacts là qu'on est en train d'imaginer, puisqu'il faut qu'on les mette en place au fur et à mesure que ça va arriver. Je pense qu'effectivement, ça va être sur l'information du patient, où il va y avoir des ajustements. L'idée, ça va être, je pense, de multiplier l'information patient dans les différents canaux, que ce soit sur le site internet, affiché dans les services, les données sont utilisées dans le cadre du registre, donner l'information aux patients lorsqu'on a le temps de le donner avant l'examen, et puis pour les patients en urgence, mettre en place la réinformation des patients dès qu'ils sont en état d'entendre l'information. Exactement. Voilà. Et donc, ça va certainement concerner la remontée des données aujourd'hui qui se fait à peu près à 24 heures lorsqu'elle est rentrée dans le logiciel métier. Alors, elle est poussée vers l'EDS, on va dire, à 24 heures aujourd'hui. Eh bien, demain, on va certainement augmenter ces délais. En fait, il faut aussi, on parle de le RGPD, c'est le principe de transparence, de loyauté vis-à-vis du patient. En gros, on doit informer le patient de ce qu'on fait de ces données. Donc, si on l'informe, mais que sur un laps de temps très court, il n'a pas le temps d'exercer ses droits, parce que la question, c'est l'effectivité des droits, ça passera pas sur le plan réglementaire. Et la remontée des données à 24 heures, c'est trop court. Imaginez-vous, on vous informe que vos données vont aller dans un entrepôt, vous avez le droit de vous y opposer, mais vous n'avez que 24 heures. Non, ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que on a augmenté la fréquence de remontée des informations dans l'EDS à une fréquence qui semble acceptable. On doit encore préciser. Je rappelle que les données sont pseudonymisées, c'est-à-dire que vous n'avez pas moyen, quand vous remplissez vos données dans votre centre, quand ils sont transférés sur la base de données nationale, disparaissent tous les données identifiantes. Ne restaient que des données d'âge, de première lettre du prénom, première lettre du nom, de la date de la procédure évidemment, et puis du sexe. Voilà, et c'est des données qui nous permettaient quand même, et il y avait un numéro patient, mais qui était un numéro patient qui était propre au logiciel métier et qui était non identifiant, mais qui était pseudo-anonymisé, puisqu'il y avait quand même un numéro. Donc tout ça, c'est en train d'être revu, notamment les initiales qui posent problème. Donc voilà. Pour revenir sur l'histoire aussi de l'information du patient, si un patient décède, et ça arrive dans l'urgence d'un infarctus, et que évidemment il n'a pas pu être informé, la CNIL, pour l'instant, pour vous donner un exemple, la CNIL nous dit ce patient-là, il faut le retirer du registre. Nous, ça nous arrange, on va avoir une mortalité qui va chuter de 80%, puisque 80% des infarctus dans l'année meurent en gros durant l'hospitalisation. Donc, mais c'est totalement
incohérent au niveau scientifique. Donc c'est pas concevable. Donc il faut qu'ils comprennent, mais peut-être qu'on a des expertises différentes. Hein. Eux, ils comprennent pas très bien ce que c'est que une donnée clinique, et nous, on comprend pas très bien ce que c'est qu'une donnée réglementaire. Mais il va falloir trouver un compromis pour que qu'on puisse faire notre travail quand même convenablement, et que tout en assurant la sécurisation des données. Donc voilà, on est sur des discussions qui paraissent des fois assez stratosphériques, mais voilà, heureusement Claire nous aide beaucoup là-dessus. Oui, Benoît. Ça paraît un peu stratosphérique, là. On en parlait avec mon collègue, là. On bénéficie tous de la sécurité sociale. C'est un truc pour le bien public, là, c'est ce qui se passe. À partir du moment où c'est correctement anonymisé, là, c'est tout ce que tu racontes. Et ça, on fait confiance aux techniciens de l'anonymisation pour faire ça. Je veux dire, on pourrait tout à fait imaginer au niveau national que pour ce genre de truc, on n'a pas à discuter. Et sans être dans un régime autoritaire. Je veux dire... Toi, tu penses pas comme la CNIL, hein. Alors, je vais juste... Oui, mais... Bien sûr que je suis d'accord avec lui. Tu penses que ça m'amuse, moi, d'être passé à un EDS, ça nous coûte une blinde et qu'on est contraint ça nous contraint énormément dans notre travail d'analyse statistique? Évidemment que non. Il y a un point important, c'est sur le plan juridique, l'anonymisation, c'est pas la pseudonymisation, et les données ne sont pas anonymisées. Vous pensez anonymisation parce que vous n'avez pas le nom et le prénom des personnes. Mais ça reste une donnée personnelle à partir du moment où on peut réidentifier la personne, y compris avec des données supplémentaires que nous ne possédons pas. Donc aujourd'hui, on peut remonter aux patients. Et d'ailleurs, dans le cadre du contrôle qualité, on fait un retour au dossier patient. Ça aussi, c'est un sujet avec la CNIL. On fait un retour au dossier patient pour corriger la donnée à la source. Donc, on peut réidentifier le patient. Donc, ce n'est pas de l'anonymisation, mais c'est de la pseudonymisation, et ça reste des données personnelles. Et ça tombe dans la réglementation contraignante des données personnelles. Je vais vous donner un exemple de ce qui se fait dans d'autres pays. Je connais un tout petit peu comment ça se passe en Suède, qui sont quand même à l'origine de tous les registres médicaux, et notamment en cardiologie. Pour y être allé, et ils m'ont montré un petit peu comment ça se passait. Eux, ils ont une base de données nominative qui est, elle, c'est Fort Knox. C'est-à-dire qu'on n'y accède pas. Mais elle est là, et ils créent un numéro aléatoire qui permet, si on veut remonter au patient, de pouvoir faire le lien entre le patient qui va être sur la base, elle, ouverte, où il n'y a aucune donnée nominative, de pouvoir remonter à la donnée nominative et donc de faire toutes les analyses qu'ils font. Donc ça laisse beaucoup de flexibilité, puisqu'ils ont en gros deux bases de données, une qui est totalement sécurisée avec une base de données nominative, et une autre qui est, je ne sais pas si on peut dire pseudonymisée, puisque c'est un numéro aléatoire, donc je sais. Et tout est beaucoup plus simple. Pour l'information du patient, en Suède, ils ont une autre philosophie. Ils considèrent que vous devez, quand vous rentrez dans un hôpital, vous devez rentrer dans un registre, et c'est, je dirais, ça fait partie du bien public et du bénéfice aux patients, ce qui est une réalité, que de participer à un registre. Donc il y a des informations qui sont faites à l'entrée de l'hôpital, mais je suis même pas sûr qu'ils signent des feuilles d'information, ou alors elles sont intégrées dans leurs informations sur les techniques qu'ils ont à faire. Mais on est dans une logique qui est un peu différente, c'est-à-dire que pour eux, le registre, l'évaluation systématique des données de santé du patient, elles sont rentrées dans leurs mœurs, et j'ai l'impression que l'ensemble même du réglementaire c'est adapté à ça. Nous, on a l'impression qu'on doit lutter en permanence contre le réglementaire pour faire notre travail correctement. Donc c'est un peu une philosophie un peu différente. Alors, on connaît ça aussi en France. On considère la donnée financée par l'assurance maladie, la collecte de données financées par l'assurance maladie, comme un bien national. Et c'est pour ça qu'on a créé donc c'est le SNDS aujourd'hui. Qu'on a créé le Health Data Hub pour gérer et valoriser le SNDS. Et aujourd'hui, quand vous passez dans un hôpital, vos données, elles remontent automatiquement dans le SNDS. On ne vous demande pas de votre avis, vous n'avez pas à consentir à cela. Donc, on connaît ça, mais c'est une base qui a été créée par la loi. En France, il faut une loi.
Oui, il y en a eu un là, registre dans cancérologie. Hein. Oui. Oui, le registre cancérologie, on vient d'obtenir 40 millions d'euros pour le registre cancer. Donc, faut savoir que le registre France PCI, on est allé au ministère, on est allé voir l'assistant de Monsieur Neuder, qui nous a bien reçus, qui est un médecin. Et donc, le coût global du registre France PCI, c'est 7 millions d'euros, tout confondu. Le registre, il faut savoir que des cancers, il y en a en gros 700 à 800 000 par an. Nous, on collecte 500 000 angioplasties et 500 000 coronarographies et 250 000 angioplasties. Donc en gros, en termes de volume, on collecte à peu près le même nombre de données. Ils sont capables de mettre 40 millions d'euros pour un registre cancer, qui est fondamental. Personne ne remet en cause ça. Mais la maladie cardiovasculaire est aussi une des premières causes de mortalité avec le cancer, et ils sont incapables de donner le moindre sou. Je parle au ministère, ils donnent via les ARS, le ministère donne de façon extrêmement minime, mais de l'argent pour une maladie qui tue tous les jours, toutes les minutes. Donc voilà, on a un vrai enjeu là pour essayer de convaincre nos politiques de passer dans la loi, ça sera plus compliqué, mais aussi déjà de nous financer complètement. Je voulais ajouter, parce que là, effectivement, il y a les aspects réglementaires et conformité, mais il y a énormément d'aspects de sécurité aussi sur ces projets-là. Et effectivement, toutes ces couches peuvent paraître impressionnantes. C'est beaucoup d'éléments, parce qu'il faut aussi être certifié HDS pour pouvoir héberger des données de santé. Et la CNIL impose des mesures de sécurité technique en plus de celles induites par la certification HDS. Donc, c'est énormément de mesures à mettre en place. C'est pour ça que c'est aussi des projets longs. Il y a beaucoup de choses à faire. Et chez Claranet, on fait d'autres projets avec des données sensibles, des pannes de carte bleue, on fait des projets secret défense, etc. C'est une des catégories de projets les plus sécurisées que l'on ait, des choses, d'éléments de sécurité à mettre en place. Donc ça reste des projets assez long cours, effectivement, et qui nécessitent beaucoup d'attention sur l'ensemble des mesures qui doivent être mises en place d'un point de vue sécurité. Il y a un autre aspect, mais qui est en parallèle de l'EDS, mais qui était déjà en réflexion avant qu'on imagine de monter un EDS, c'est cet appareillement au SNDS via ce qu'on appelle le Health Data Hub. Donc le ministère a mis en place, donc c'est vraiment une entité ministérielle, a mis en place un genre d'énorme hub, c'est-à-dire une structure pour pouvoir permettre la communication entre les registres médicaux et les données médico-administratives que sont les données SNDS. Dans SNDS, il y a les données du PMSI, donc les données d'hospitalisation et de procédures. Il y a les données de la CPAM, donc toutes les données des traitements qui sont délivrés, et puis il y a les données très importantes du CPI-décès qui sont la mortalité au long cours. Donc depuis maintenant déjà 4 ans, pour vous dire, 4 ou 5 ans, on est en discussion et on a contractualisé, on est en train de contractualiser et répondre aux exigences du Health Data Hub pour pouvoir faire partie du catalogue du Health Data Hub. Donc il n'y a pas beaucoup de registres qui font partie du catalogue, donc il faut répondre à un degré d'intérêt de santé publique, de qualité. Donc tout ça, on a répondu. Et est venu là-dessus les nouvelles réglementations de la CNIL, et comme l'HDS est une entité ministérielle, ils veulent qu'on soit effectivement dans les clous de ces nouvelles réglementations, et donc nous attendre qu'on soit en EDS pour pouvoir être intégré dans la prochaine vague de mise au catalogue. On aurait dû être mis au catalogue déjà il y a 1 an et demi, ça a été reporté pour toutes ces raisons réglementaires. On va finir par y arriver, et ça va nous ouvrir des opportunités majeures. Quel type d'opportunités? Toutes les données qu'on ne peut pas collecter parce que ça coûterait beaucoup trop cher de suivre le patient à 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien on va pouvoir avoir là des données à 2 ans, 3 ans, 5 ans grâce aux données de mortalité, et on pourra voir une mortalité au long cours, ce qu'ont les Suédois, puisque eux, ils ont en gros,
France PCI, c'est intégré, ça fait partie de leur logiciel dossier patient informatisé, qui est le même, que vous soyez à Stockholm, Malmö ou Lund, eh bien, ils ont le même logiciel. Vous ouvrez un dossier patient à Stockholm, d'un patient qui a fait un infarctus à Malmö 15 jours avant, c'est le même dossier que vous ouvrez. Donc vous imaginez un peu la force, la puissance, ils ont le même numéro identifiant santé, et donc c'est beaucoup plus facile. Donc nous, c'est beaucoup plus difficile, donc on est obligé d'essayer de communiquer avec ces autres bases de données, et donc ce catalogue, il va être essentiel pour faire des suivis à long terme, pour pouvoir faire des données sur les traitements, de tous les traitements qu'a le patient, de toutes ses hospitalisations, de toutes les procédures qu'il va avoir. Donc voilà, il faut savoir que les données SNDS, elles ont leurs limites pour pouvoir faire du scientifique, et il faut connaître leurs limites. Vous n'allez pas pouvoir faire des choses d'une précision importante, notamment sur les données cliniques, c'est assez décevant. Par contre, sur des données d'hospitalisation, des données de mortalité, des données de traitement, même si c'est des fois compliqué de retrouver ces petits dedans, mais c'est quand même des données extrêmement précieuses. Donc on va faire partie de ce Health Data Hub, et on va pouvoir élargir largement notre champ de données et notre potentiel d'analyse de statistiques. Le dernier élément, c'est qu'on participe aussi à un registre, dans le cadre du Health Data Hub, ils nous ont demandé de participer à un registre européen de travail d'harmonisation des données de santé. Parce qu'on est un registre, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a un registre qui maintenant devient un registre important, pas référent, mais un registre important, toutes spécialités confondues, même en Europe, vu le volume qu'on a, la qualité des données qu'on a, et sur une thématique qui est essentielle en termes de santé publique. Donc, ils nous ont demandé de participer à ces travaux-là. Donc, et c'est vrai qu'on est toujours, alors c'est très intéressant, mais on a l'impression qu'on ne parle pas non plus le même langage. Nous, on a une vision de terrain, et on a l'impression des fois qu'eux, ils ont une vision du haut de leur tour d'ivoire, en disant il faudrait faire ça et ça, mais qu'ils n'ont aucune notion que c'est un peu faisable en pratique, et que donc on essaie de faire un peu cette interface entre ce qui est possible de faire et ce que vous souhaiteriez faire. Donc en tout cas, voilà, plein de projets par rapport à ces architectures numériques et ces appariements aux autres bases de données. Oui, et donc moi ce que je vois, c'est que l'EDS, ça m'inspire quand même pas mal de modernité. J'imagine qu'on va avoir plein d'outils sympas au sein de l'EDS, de business intelligence, d'intelligence artificielle, une grosse base de données. On parlait des registres suédois où on sait que c'est 40 publications de haut rang tous les ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, France PCI, on commence quand même à avoir une base importante. Et donc, je ne sais pas, Étienne, toi en tant que président du comité scientifique, comment tu vois l'avenir? Parce qu'on a envie de publier avec cette base-là, on a envie de faire des belles choses. Donc, comment on peut y arriver? C'est une mine d'or, c'est certain. C'est une base qui est très axée technique. Donc je pense qu'il y a aussi à rediscuter, peut-être la transformer un tout petit peu, lui donner peut-être un petit peu plus de variables médicales. On en avait discuté un peu hier tous les deux. Il y a des petits éléments peut-être de modification, et profiter de cette réorganisation, de passer en EDS pour pouvoir rebondir et puis intégrer ça, parce que pour faire ces publications, on a parfois besoin d'autres variables. Parfois, il faudra intégrer peut-être d'autres données par période précise si on veut faire un projet précis. Si on fait, je ne sais pas, une évaluation des angioplasties du tronc commun, peut-être que pendant une certaine période, il faudra intégrer d'autres éléments sur les techniques d'angioplastie pour ces procédures. Donc peut-être faire par période, changer un petit peu le recueil des données, et puis ensuite utiliser tous ces outils qui sont proposés par l'EDS pour pouvoir les intégrer, et puis arriver à faire des publications régulièrement. Alors peut-être pas autant que les Suédois, mais si on arrive à en faire quelques-unes, pourquoi pas. On a un registre qui est 3 fois plus important que le registre suédois. Le registre de la Suède, c'est 30 centres de cardiologie interventionnelle. On en a 92. Donc on est 3 fois plus gros que SCAR, sauf qu'ils ont 30 ans d'avance. Donc ils ont l'expérience, et puis ils ont mis en place aussi toute une structure autour. Quand on est allé avec le GACI au début de l'expérience du CRAC et de France PCI à Uppsala, qui est le centre de recherche qui gère notamment les registres cardiologie, vous rentrez dans la partie dédiée à la recherche, vous avez une salle 2 fois grande comme ça, uniquement de data scientists, de statisticiens, de gestionnaires. Ils ont, eux, pas d'arc sur place.
parce qu'ils ont une infrastructure informatique qui est unique et qui leur permet de collecter des données de façon de très bonne qualité, puisque c'est la donnée source qu'ils ont. Mais par contre, derrière, ils ont des outils pour pouvoir traiter la donnée et générer des publications qu'on n'a pas du tout actuellement, qu'on essaie de mettre en place grâce à Étienne, grâce à Michel Zetouni et grâce au comité scientifique. Mais clairement, il va falloir qu'on monte d'un cran dans les années à venir pour pouvoir développer beaucoup plus l'aspect scientifique, parce que clairement, c'est du gâchis que de ne pas d'utiliser cette base comme on pourrait le faire. Un autre élément, on en a discuté hier après-midi aussi, c'est d'utiliser la base pour faire des essais randomisés, comme font d'ailleurs les Suédois à partir de France PCI, et d'utiliser le recueil de données pour ne pas avoir à faire justement ce double recueil, et donc d'utiliser ces bases pour l'instant pour des thématiques plutôt interventionnelles, puisque encore une fois la base de données est très très interventionnelle. Mais il y a 2 projets, on en a parlé hier, qui vont arriver sur la durée de la double intégration plaquettaire notamment. Donc ça également, c'est une facette du registre qu'il va falloir développer, à l'image des Suédois qui ont fait ça depuis maintenant un bon moment. Alors ça, c'est vraiment, je pense que l'avenir des études randomisées, enfin moi j'y crois, tout le monde n'y croit pas, mais c'est ce qu'ont démontré les Suédois, et c'est ce que, d'abord, ça a été bien démontré scientifiquement qu'un registre randomisé une étude randomisée au sein d'un registre a le même niveau de qualité qu'un registre randomisé classique, que vous pouvez inclure 10 à 20 fois plus vite, puisque vous avez les patients qui sont intégrés dans votre registre, et donc vous les avez déjà identifiés. Donc il suffit, par exemple, pour l'étude qui ont été faites sur la première étude randomisée au sein d'un registre, et les Suédois, toujours, ils ont testé thromboaspiration versus pas de thromboaspiration systématique dans l'infarctus. Et l'étude précédente avait mis 4 ans ou 5 ans pour inclure 1000 patients. Eux, ils ont mis 1 an pour inclure 6000 patients. Donc, ça leur a coûté 20 fois moins cher que l'étude d'avant, et ils ont démontré que ça ne servait à rien, qui était l'inverse un petit peu de l'étude TAPAS qui avait été éditée avant, parce qu'ils ont une puissance monstrueuse. Donc on a, comme tu le dis, une base de données, une mine d'or, pas que sur des données collectées, mais sur le potentiel à faire des études randomisées. Donc ça, on va le développer. Moi, j'y crois énormément. Étienne a fait déjà des études randomisées au sein des registres auxquels il a participé, et donc on sera vraiment ravis et intéressés par toute son expertise. Mais alors en pratique, on est en train de voir comment, parce que ça nous permet aussi éventuellement, sur une étude randomisée, on va avoir besoin de données supplémentaires, d'une dizaine de données supplémentaires. Vous intéressez à la bifurcation, on n'a pas des données suffisamment correctes dans le registre pour faire la bifurcation, pour analyser la bifurcation, mais on va rajouter, pour les centres volontaires, ça sera sur la base de volontariat, 10 données sur la bifurcation qui seront, là aussi ça sera valorisé parce que ça fera du temps en plus. Il faudra trouver là aussi des financements pour le faire. Il y aura un outil de randomisation, on espère aussi, on est en train de travailler avec des logiciels qui vont pouvoir intégrer et ces données supplémentaires et de la randomisation, éventuellement même intégrer dans le DS, en tout cas que les données puissent éventuellement être récupérées facilement dans le DS. Donc l'avenir, il est très beau, hein, franchement. On va pouvoir faire des choses magnifiques, mais voilà, ça nécessite un peu de temps et un peu d'argent. Juste pour rebondir ce que tu viens de dire, on vient de présenter un essai randomisé qui a été niché dans le registre Frenchy, qui est le registre d'infarctus du myocarde, qui est géré par Gabriel Steg, Tabassom Simon et Nicolas Danchin. Et donc on a simplement évalué des stratégies de traitement antithrombotique après un infarctus du myocarde antérieur pour voir la survenue des thrombus. Et en ayant fait ça, on a eu un financement par le cadre d'un PHRC. En utilisant les données qui étaient au sein des registres, on a diminué d'1 tiers le coût de l'essai. Parce que tous les centres ne participaient pas au registre Frenchy, mais il y avait un vrai impact financier. Et comme l'a dit Grégoire, le fait de pouvoir intégrer des essais au sein du registre, vous avez déjà la collection des datas, et puis vous avez également un autre élément qui est aussi intéressant, c'est que quand vous rentrez vos données, si on se fie à ce qui est fait en Suède, vous rentrez vos caractéristiques patients
dans votre base de données et vous avez un warning dès qu'il est rentré sur les études auxquelles il peut participer. Et donc, du coup, ça vous relance sur les participations parce qu'ils vont intégrer avec les différents éléments que vous avez donnés, ils vont éliminer les patients qui sont exclus, sélectionner les patients incluables, et donc ça vous motive déjà en vous donnant les essais auxquels ils peuvent participer. Donc vraiment, je pense que c'est un atout majeur pour l'avenir. Dernière chose à préciser, c'est que pour reprendre l'exemple suédois toujours et test, en fin de compte, ils ont réussi à inclure, je crois, c'était 60 à 70% des infarctus qui étaient arrivés en salle de choro en Suède dans l'étude. L'étude TAPAS avant, c'était à peu près, dans les études, c'est 5% des patients qui arrivent que vous pouvez inclure. Donc vous avez non seulement c'est une force économique, de temps, mais c'est aussi une force vous allez avoir une population qui est beaucoup plus proche de la vraie vie, qui n'est pas sélectionnée. Donc une qualité de résultat qui est beaucoup plus adaptable à votre pratique. Donc c'est vraiment, et moi je suis convaincu de ça, c'est vraiment l'avenir. Et du reste, quand on en parle avec des industriels qui sont prêts à financer des registres, parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir démontrer leur truc, de leurs médicaments, le résultat de leurs médicaments, ça leur coûte des fois 500 millions d'euros, voire 1 milliard d'euros. Eh bien, ils disent, ça ne va plus être tenable, donc il faut qu'on trouve des solutions pour réduire les coûts. Et les solutions, elles sont là. Excusez-moi, j'avais juste une question. J'aurais aimé savoir, pour les centres qui possèdent déjà un EDS, est-ce qu'il y aura un aspect réglementaire particulier? Et ma deuxième question également, c'est est-ce qu'il y aura une possibilité de croiser ou de communiquer entre EDS, entre le centre et celui de France PCI dans le but de faire des sujets d'études ou autres? Alors, je parle sous le couvert de Claire, bien sûr, mais actuellement, si vous avez un EDS hospitalier et que vous participez à l'EDS France PCI, c'est deux choses bien différentes qui ne sont pas du tout sur la même réglementation, et l'un n'empêche pas l'autre à partir du moment où on respecte la réglementation de chacun des entrepôts de données de santé concernés. D'accord ? Et si demain, vous voulez croiser les données France PCI avec votre propre EDS, après, c'est une étude à part entière sur laquelle il faut déclarer, avoir les autorisations de la CNIL spécifiques par rapport à cette étude. Ouais, il y a une particularité sur les EDS. Alors les EDS hospitaliers, ils s'intègrent dans le référentiel écrit par la CNIL, qui a été écrit pour les hôpitaux d'ailleurs. On n'a pas le droit d'exporter les données hors de l'EDS. Si on veut rester dans le référentiel, donc si on veut exporter les données, il faut une autorisation de la CNIL. Alors c'est pas interdit, mais voilà, sur le plan réglementaire, il faut avoir en tête cet aspect. Et en l'occurrence, France PCI, pour l'instant, on n'est pas sûr. Je parle sous le contrôle de Claranet, mais on ne peut pas exporter des bulles sécurisées pour l'instant. C'est pas prévu et pour l'instant, on ne le fera pas. Effectivement, ce n'est pas prévu, mais par contre, dans un des avantages de passer un EDS, c'est l'interopérabilité entre les EDS et les formats de données standards, OMOP, FHIR, etc., qui peuvent permettre de le faire. Techniquement, le fait de passer un EDS pourrait être une facilité pour le faire, mais effectivement, il y a les aspects réglementaires d'exportation de données à voir avec la CNIL. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à cet entrepôt de données de santé qui va très vite arriver? Non, on a déjà dit beaucoup de choses. Bon, très bien. Donc, c'est peut-être le moment de conclure, je pense. Donc, merci à tout le monde d'être là. Je pense que tout ça, ça serait pas possible sans les techniciens d'études cliniques, les attachés de recherche clinique, toutes les équipes là qui travaillent sur France PCI. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui sont concernés. Je reconnais les têtes. Et donc, on vous remercie vraiment beaucoup parce que nous, on est vraiment très motivés avec Grégoire et puis les équipes depuis maintenant une dizaine d'années. Et ça serait pas possible d'avoir cette qualité de données qu'on a qui est quand même assez exceptionnelle. Je crois qu'on a un taux d'exhaustivité de qualité qui est plus de 98%. Et ça serait pas possible sans toutes ces équipes-là dans tous les centres. Et je pense que ça, c'est un message essentiel. Et aussi qu'on est vraiment touché de voir que France PCI dépasse vraiment la récolte de données. On a des belles histoires. Et ça, c'est vraiment touchant, je trouve. Tu m'enlèves le mot de la fin. Je pense que notre plus grande fierté, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais c'est vraiment cette dynamique et cet esprit de famille qui s'est créé autour d'un projet qui nous paraît tous évident. Et à chaque fois, moi, quand je vois les salles très pleines pour des sujets qui sont quand même des fois pas faciles, et votre niveau d'investissement à chacune et à chacun, franchement, c'est ma plus grande fierté, notre plus grande fierté, et de continuer à faire grandir ce projet. C'est aussi vous qui nous portez pour arriver à faire tomber toutes ces barrières qu'on nous met, mais on en a vu d'autres, donc on va continuer à avancer avec vous et développer le projet. Merci à vous tous.